Ça veut dire quoi le tourisme positif ? Ce terme tourisme positif, pour éviter justement de s'enfermer dans un tourisme de niche et pour toucher de manière plus large tous les produits et services touristiques. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Donc avoir moins de touristes, plus de voyageurs, des gens qui découvrent le monde en ayant conscience de leur impact, mais ça veut dire aussi se limiter. Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Je trouve que Romain Gary, l'auteur français, le résume très bien quand il dit « Sur une planète où il n'y a de la place que pour l'homme, il n'y a plus de place même pour l'homme. » Et c'est ça notre problématique. C'est qu'on a du mal à partager cette planète avec les autres. On s'est tout accaparé. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant, en partant à la rencontre d'acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires, des leviers d'engagement qui sèment maintenant les graines de réflexion et d'action pour un tourisme positif. Je suis François Huette, ambassadeur du tourisme positif avec une expérience internationale. Je suis animé par le développement d'un tourisme de sens, proposant des expériences vertueuses en lien avec son territoire. Aujourd'hui, j'accompagne les acteurs du tourisme, mais pas seulement, dans l'évolution de leur activité vers un tourisme positif. Alors, pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur la page expérientielle de Facebook, Instagram et LinkedIn. À l'occasion des universités du tourisme durable, organisées au Havre par les acteurs du tourisme durable, la conférence a commencé avec Lamia Essemlali, présidente des Sea Shepherd France. Elle nous a donné un discours qui était à la fois posé mais percutant. En effet, elle nous a poussé à réfléchir, elle nous a poussé un peu dans nos retranchements, pour justement aller plus loin dans notre réflexion et nous donner envie d'agir plus en profondeur. J'ai le plaisir de partager avec vous cette conférence qui, j'espère, vous inspirera aussi. Alors je vous invite à vous asseoir confortablement dans un endroit calme ou en pleine nature et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous. Donc, c'est la première fois que je parle à une audience qui est vraiment axée sur le tourisme, et je trouve ça intéressant parce que ça change. Sea Shepherd, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ONG de défense de l'océan qui a été créée en 1977 par le capitaine Paul Watson, qui est un des cofondateurs de Greenpeace, et qui a quitté Greenpeace parce qu'il voulait faire une organisation plus interventionniste, qui ne soit pas uniquement attentiste. Donc il avait un esprit très combatif. Et donc, c'est vrai que dès le départ, le postulat de Sea Shepherd, c'était qu'il fallait sans doute renoncer à faire l'unanimité et que la radicalité n'était pas forcément un gros mot. La radicalité, ça vient de racine, ça veut dire aussi prendre le mal à la racine. Et en ce qui me concerne, quand on regarde la façon dont le monde évolue, on se rend compte qu'en fait, l'extrême est plutôt de l'autre côté, du côté de la destruction. Moi, quand j'ai rencontré le capitaine Watson à Paris en 2005, ça m'a donné en fait la démonstration que des choses que je pensais être impossibles étaient possibles, parce que ce jour-là, j'ai entendu un discours qui était en adéquation avec mes convictions et en même temps des actions qui allaient dans ce sens-là. Donc, ce qui a fait connaître Sea Shepherd au départ, c'est des actions très coup de poing, comme le fait d'avoir coulé des baleiniers à quai, par exemple. Donc des baleiniers qui tuaient illégalement des baleines en toute impunité pendant des années, des baleiniers qu'aucune pétition, aucun recours n'avait réussi à stopper. Donc ça c'était un peu le modus operandi du départ.
Aujourd'hui, cet ADN interventionniste, il est toujours là. Je précise quand même qu'en 1977, donc ça fait 44 ans maintenant, Sea Shepherd n'a jamais blessé personne, et qu'on s'inscrit dans un cadre très réglementaire, c'est-à-dire qu'on intervient pour pallier à l'impunité qui règne en mer. C'est-à-dire que, pour le coup, même s'il existe des lois, des espèces sont protégées, des zones sont protégées, il y a une impunité qui règne en mer qui est absolument démente, que beaucoup de gens ignorent. Et Sea Shepherd a pour objectif justement de braquer les projecteurs sur ce qui se passe en mer et d'intervenir là où les États sont démissionnaires pour le faire. Donc tout ça pour dire que, en ce qui me concerne, ma première confrontation, on va dire, aux dommages que peut causer le tourisme, ça a été dans l'archipel des Galapagos. C'est ma toute première mission avec Sea Shepherd. Donc on arrive aux Galapagos en juillet 2005 pour une mission anti-braconnage en partenariat avec le parc national des Galapagos. Et là, moi, je découvre un paradis que je n'imaginais pas que sur Terre, il existait encore un endroit avec une telle biodiversité. Je me souviens qu'on s'est assis à un café en terrasse et là, il y avait des bouviers à pattes bleues, des iguanes marins qui sont endémiques des Galapagos, des oiseaux que j'avais jamais vus. Enfin, c'était incroyable, incroyable. Et je parlais avec mes collègues qui étaient allés aux Galapagos l'année précédente et qui n'étaient pas autant émerveillés que moi, qui étaient tristes en fait, qui me disaient mais en fait l'année dernière il y en avait tellement plus. C'est ce que tu vois là, c'est rien. Moi j'étais émerveillée. Forcément, moi je comparais ça avec ce que je pouvais connaître ici en France, et c'était une explosion de vie. Et j'ai compris en fait ce qu'il voulait me dire quand je suis retournée aux Galapagos l'année d'après. Parce que j'ai ressenti exactement la même chose. C'était horrible en fait. Il y avait 10 fois moins d'iguanes, je n'ai pas vu un seul bouvier à pattes bleues. La vie en fait se réduisait comme une peau de chagrin, et en même temps, certaines zones qui étaient sauvages encore l'année d'avant, et on était en train d'y construire des hôtels et des boîtes de nuit, et il y avait plus de routes, et il y avait tellement plus de monde. Et dans les restaurants, il y avait plein de touristes, et je vous le donne en mille, ils voulaient tous manger du poisson qui était pêché dans l'archipel. Et là où il y avait une quarantaine de pêcheurs 10 ans auparavant, on en avait plus de 300. Et je voyais les touristes qui arrivaient du monde entier, qui s'asseyaient au restaurant, qui voulaient manger du thon et de l'espadon. Et c'était dramatique. Et je me souviens que sur la plage, il y avait énormément de gros crabes rouges la première année. Il n'y en avait quasiment plus déjà. Et j'ai peur de retourner à Galapagos aujourd'hui parce que je me dis que ça doit être tellement déprimant. Je me souviens qu'il y avait un hôtel labellisé durable parce qu'il utilisait l'eau de récupération de pluie, quelque chose comme ça. Et en fait, cet hôtel s'était construit sur une des plages de Ponte des Tortues. On avait bitumé la plage et on appelle ça un hôtel éco-responsable parce qu'on utilise de l'eau de pluie. En fait, le label tourisme durable, c'est un peu comme le label pêche durable. C'est-à-dire que ça peut être un miroir aux alouettes, quelque chose qui nous permet de nous donner bonne conscience, finalement de continuer à faire ce qu'on fait, tout en repeignant tout en vert. Ce qui est important, c'est de ne pas se voiler la face, parce que le tourisme est une activité de prédation supplémentaire sur le milieu naturel. Et ça, il faut toujours l'avoir à l'esprit. Tout comme la pêche, le tourisme peut détruire les habitats naturels. La première cause de la disparition de la biodiversité, ce qui détruit la vie en premier lieu, c'est la destruction de ces habitats. Et le tourisme, c'est aussi se répandre partout. Nous sommes une espèce extrêmement envahissante, prédatrice et très nihiliste. Donc, quand on voyage, quand on fait du tourisme, parce que je fais quand même la différence, on a tendance à finalement se concentrer uniquement sur soi.
Donc voilà, donc moi j'arrive, je découvre un endroit qui est magnifique, j'ai pas forcément de recul, je ne sais pas ce qu'était cet endroit avant moi, et j'ai tendance à être dans une logique de consommation. On se fait plaisir, on consomme ces paysages, on consomme cette ambiance, et donc on prédate. Et est-ce que c'est inéluctable? Est-ce que c'est une fatalité? Peut-être pas. Il y a sans doute d'autres façons de faire, mais du coup, ça veut dire faire en sorte que les gens ne soient plus des touristes, mais des voyageurs. D'ailleurs, dans le langage courant, c'est assez péjoratif. Quand on dit de quelqu'un que c'est un touriste, voilà, c'est quelqu'un qui se la coule douce, qui passe du bon temps et qui utilise un peu les autres. Donc avoir moins de touristes, plus de voyageurs, des gens qui découvrent le monde en ayant conscience de leur impact, mais ça veut dire aussi se limiter. Se limiter parce que finalement, le problème c'est qu'on est extrêmement nombreux, on est de plus en plus nombreux, le secteur du tourisme a explosé, et donc aujourd'hui, des endroits qui étaient jusqu'ici préservés ne le sont plus. Et donc c'est fondamental de ne surtout pas oublier que quoi qu'on fasse, on a un impact. Et nous sommes une pièce rapportée, on arrive dans des écosystèmes auxquels nous n'appartenons pas. Nous appartenons à l'écosystème planétaire, nous faisons partie de la biodiversité. D'ailleurs, c'est un peu ce qui me dérange avec le terme biodiversité, c'est que ça a tendance un peu à cloisonner les choses. Donc il y a la biodiversité que nous devons gérer, et nous, du haut de notre piédestal, en maître et possesseur de la nature, en gestionnaire des milieux et de la vie, on va décider quelle place on va donner à quelle espèce. Et en faisant ça, on ne se rend pas compte qu'on est dans une vision qui est absolument suicidaire, parce qu'on a tendance à très très mal s'autoréguler, parce qu'on a tendance globalement à être cupide, égoïste, court-termiste, et donc à s'accaparer tous les milieux, tous les espaces, à sacrifier les intérêts essentiels des autres espèces pour nos besoins superflus. Je trouve que Romain Gary, l'auteur français, le résume très bien quand il dit « Sur une planète où il n'y a de la place que pour l'homme, il n'y a plus de place même pour l'homme. » Et c'est ça notre problématique. C'est qu'on a du mal à partager cette planète avec les autres, on s'est tout accaparé, et on a oublié qu'en fait, c'est, encore une fois, c'est ce qui risque de signer notre arrêt de mort. Parce qu'on a tendance à croire, effectivement, et puis on a tendance à être extrêmement optimiste. Je pense que c'est aussi une façon de ne pas se remettre en question, parce que ça nécessite beaucoup de choses. Mais on a tendance à toujours croire qu'on a encore le temps, que finalement, c'est pas si grave. La moindre petite amélioration, on relâche absolument tout, on ouvre les vannes. Et pourtant, c'est important de prendre de la hauteur et se rendre compte qu'on ne va pas si bien que ça. Et c'est pas parce qu'on est très nombreux et parce que on manie cet outil absolument incroyable qui est la technologie et qui nous a rendus tout puissants et qui risque de causer notre perte, c'est pas pour ça qu'en fait on va bien. En fait, il y a 3 signes avant-coureurs de l'extinction d'une espèce. C'est l'explosion démographique, la surexploitation des ressources et l'occupation de toutes les niches écologiques. Donc une espèce en voie d'extinction, c'est vous et moi. Hein. Et toutes ces espèces qui sont en train de disparaître avant nous, elles ne font que nous ouvrir la voie. Et je pense qu'il est important pour chacun de bien garder à l'esprit qu'aujourd'hui, malgré le fait que nous sommes si fiers d'avoir fait tant de choses, parce qu'effectivement, on est capable de faire des choses absolument incroyables. On a construit des cathédrales magnifiques, on a écrit des histoires extraordinaires, on a Mozart, Beethoven. Et pourtant, aujourd'hui, la seule trace qu'on va laisser sur cette planète, à l'heure actuelle, c'est qu'on est la plus grande force de destruction du vivant. Pour la première fois dans l'histoire de la planète, une seule espèce, s'est rendue responsable d'une crise d'extinction massive, et c'est l'extinction massive la plus rapide de toutes. Il y en a eu 5 avant, la dernière c'est celle qui a exterminé les dinosaures. Nous sommes dans la 6e. On ne se dirige pas vers un effondrement, nous sommes dans l'effondrement. Et le problème, c'est que nous n'avons pas de mémoire collective, et donc on ne se rend pas compte
à quel point on a déjà tout détruit, ou presque tout. C'est un peu comme moi quand j'arrive aux Galapagos en 2005 et que je suis émerveillée par ce que je vois et qu'on me dit non mais tu te rends pas compte en fait. Ce que tu vois c'est l'ombre de ce que c'était l'année dernière. Et bien c'est pareil avec tout en fait. C'est pareil ici en France, en métropole, quand il y a une baleine qui s'approche d'un port, on a un article dans la presse locale, quelque chose d'insolite. Oh, un rorqual s'est rapproché, incroyable, on a des baleines par ici. Mais quand vous lisez les récits historiques et que vous le voyez sur la façade atlantique française, les bateaux devaient s'arrêter pendant des jours pour laisser passer les groupes de baleines. Ici, enfin, en 50 ans, on a exterminé 90% des grands poissons. On a exterminé 70% des oiseaux marins. Aujourd'hui, l'océan n'est que l'ombre de ce qu'il était. Et si on avait cette mémoire collective, on pourrait se rendre compte de la gravité de la situation. C'est important d'avoir une mémoire en histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire des hommes? Quelles ont été nos erreurs? Qu'est-ce qui a fait qu'on a pu s'entretuer et se détruire à ce point? Se rappeler de l'histoire, le devoir de mémoire, pour ne pas reproduire l'histoire. Et malheureusement, avec la planète, on n'a pas d'histoire. Nous sommes arrivés à l'échelle de la planète il y a une fraction de seconde. Et nous avons déjà détruit l'écrasante majorité de la vie. Donc, ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Et donc, pour en revenir au tourisme, encore une fois, je pense qu'il faut être plus ambitieux qu'un tourisme durable. Et surtout, pas tomber dans le travers du tourisme durable, pêche durable, on va vous mettre des labels, on va vous mettre de l'eau de récupération de pluie, et puis des ampoules à économie d'énergie. Mais en fait, on va arriver comme un rouleau compresseur sur l'habitat des espèces naturelles, et puis on va se poser là, on va poser sa serviette, et on va se dire qu'en fait, on contribue à sauver le monde à notre façon. Surtout pas, on n'a plus le droit de perdre du temps avec les miroirs aux alouettes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un tourisme qui essaye le plus possible de compenser finalement son impact? Ce serait un tourisme engagé, plus qu'un tourisme durable, un tourisme engagé, un tourisme qui milite pour préserver la planète et pour préserver finalement ceux qui l'utilisent, puisque nous sommes des usagers. Nous sommes globalement une espèce d'usagers, nous tous, puisque d'un point de vue écologique, très clairement, on ne sert pas à grand-chose. On est plutôt des opportunistes. Il y a justement le capitaine Paul Watson qui avait fait une déclaration qui avait fait grand bruit, qui avait dit les vers de terre sont plus importants que nous. Mais, alors peut-être pas pour nous, de notre point de vue subjectif, effectivement, moi je préfère mes amis et ma famille que des vers de terre, mais l'objet de cette phrase, c'est surtout de prendre de la hauteur et de voir d'un point de vue objectif, pour cette planète, qu'est-ce qui maintient la vie sur Terre? Si les vers de terre disparaissent, il n'y a plus de vie sur Terre. Si demain nous disparaissons, je parie qu'en fait ça ira mieux pour la biodiversité. Aujourd'hui, c'est cette place-là que nous avons. C'est pas forcément une fatalité, mais le fait est que c'est le cas, d'une part parce que nous sommes très nombreux, et parce que nous nous comportons en fait comme si nous n'avions pas d'impact, ou très peu, et parce que ça nous arrange. Donc, qu'est-ce que ça serait un tourisme engagé? On a parlé des moyens de transport pour venir ici. Effectivement, c'est important. C'est quoi la plus grande cause de destruction des habitats naturels et donc la plus grande cause de destruction de la biodiversité? C'est l'industrie de la viande et les poissons, la pêche. Première cause de déforestation de l'Amazonie, 80% de la déforestation de l'Amazonie. C'est pour faire de la place pour le bétail et pour faire du soja pour les poulets d'élevage. 40% des poissons qui sont pêchés, c'est pour nourrir les poissons dans les fermes aquacoles et les animaux dans les fermes. Première cause de pollution, de gaspillage d'eau potable. Première cause de pollution des nappes phréatiques. Première cause de zones mortes dans l'océan. C'est l'industrie de la viande et la pêche. Donc c'est ce qui est dans notre assiette qui a le plus gros impact. C'est pour ça qu'on dit qu'un végétarien qui roule en 4x4 pollue moins qu'un omnivore qui roule à vélo. Le problème, en fait, la difficulté, c'est que c'est facile, c'est consensuel et c'est admis aujourd'hui de dire « nous, on bannit le plastique à usage unique.
Alors, le plastique, c'est un vrai problème. Hein. Sauf que personne n'ira vous dire « Ah mais non, attendez, moi je veux pas d'une paille en paille, moi je veux d'une paille en plastique. » Évidemment, là, à ce stade, on est en train d'enfoncer des portes ouvertes. Ce qui est plus difficile, c'est de dire « Et si on végétalisait vraiment notre alimentation ?» Parce qu'en fait, c'est là qu'on a le plus gros impact sur la planète. C'est ça qui va faire qu'au Galapagos, il va y avoir 10 fois, 100 fois plus de bateaux de pêche qui vont aller pêcher les thons, capturer des requins, capturer accidentellement des dauphins pour répondre à la demande touristique de manger du poisson local. Parce que là encore, il ne faut pas confondre local et durable. Je fais une petite parenthèse, la mer Méditerranée, qui est la mer la plus surpêchée au monde, 92% des bateaux de pêche sont des bateaux de moins de 11 mètres qui font de la pêche locale. Il n'y a pas eu besoin d'énormes bateaux-usines pour décimer la mer Méditerranée. Donc, quand le tourisme attire sur des endroits qui sont vulnérables davantage de monde, il faut bien garder à l'esprit qu'on augmente la pression prédatrice sur ces milieux. Et donc, il faut identifier clairement quels sont les impacts, où est-ce que ça fait le plus mal, c'est quoi les facteurs premiers de destruction. Donc, ça passe par là. Le problème, c'est que, et nous, on le rencontre aussi, on la rencontre cette difficulté en tant qu'ONG de défense de l'océan, forcément, on tient ce discours-là sur ce qui est dans l'assiette. Nos bateaux sont véganes, végétaliens, donc on ne sert pas de produits ou de sous-produits animaux sur nos bateaux. Ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas vegan, vous ne pouvez pas venir derrière moi. Quand j'ai rejoint Sea Shepherd, je mangeais de la viande et du poisson. Donc j'étais dans une forme de dissonance cognitive, parce que j'ai toujours eu cette conscience écologique, j'ai toujours adoré les animaux, et pourtant, jusqu'à plus de 25 ans, j'ai mangé de la viande et du poisson en me disant, bon, quand même, c'est quand même vachement bon. Mais voilà, moi, pour vous donner une idée, je mangeais des côtelettes au goûter, vraiment. Et j'étais vraiment addict à la viande, au goût du poisson, et je pense que c'est aussi ça le problème, c'est que on a envie de faire plaisir aux gens, on a envie qu'ils reviennent, et les gens sont attachés à leurs habitudes alimentaires. Et autant c'est important quand vous êtes chez vous, c'est encore plus important quand vous vous déplacez dans des lieux qui sont vulnérables. Et ça, c'est important de le garder à l'esprit. Et donc, du coup, il faut développer ces alternatives. En France, on a malheureusement beaucoup de retard là-dessus. Les pays anglo-saxons, alors peut-être parce qu'ils ont moins, on a cette gastronomie française, la blanquette de veau, la charcuterie, les produits laitiers, tout ça, c'est très ancré en France. Donc, c'est vrai que l'alimentation végétale, on regarde ça de loin. Moi-même, j'ai découvert ça sur les bateaux de Sea Shepherd il y a une quinzaine d'années, et j'ai été absolument bluffée de voir ce qu'il est possible de faire, l'univers culinaire qu'il est possible d'avoir avec de l'alimentation végétale. Ça bouge, parce qu'il y a même le guide Michelin qui a des chefs étoilés végétaliens, donc ça évolue. Mais c'est important quand on est justement dans une industrie qui déplace les gens, qui leur donne accès à des zones fragiles, de ne pas oublier cet élément fondamental. Et il est possible, évidemment qu'il est possible de bien manger, de se faire plaisir, d'être en bonne santé avec une alimentation végétale, et donner cette alternative, c'est le minimum syndical si on veut se gratifier d'être durable. Ça, c'est une chose. Ensuite, on se rend compte aussi l'intérêt que peut avoir le tourisme pour la préservation de certains endroits. Moi, je l'ai compris à Mayotte. Mayotte, donc c'est le département français, le 3e plus grand lagon du monde, avec une double barrière récifale, un joyau de biodiversité qui est complètement à l'agonie. Enfin, c'est braconné tous les jours, c'est vraiment, c'est un crève-cœur Mayotte. La forêt primaire est déforestée, y compris sur les bandes de forêt qui appartiennent au conservatoire du littoral. Enfin, c'est open bar sur le braconnage et sur la destruction. On se dit que c'est la France, mais en fait, vraiment, moi j'ai été très très choquée de voir que, par exemple, à Mayotte, qu'on appelle encore, mais elle le mérite de moins en moins, qu'on appelait l'île aux tortues, parce qu'on a énormément de tortues à Mayotte qui viennent pondre sur les plages. La première cause de mortalité des tortues à Mayotte,
c'est le braconnage. Elles se font tuer à la machette quand elles viennent pondre sur les plages. Et depuis 2017, Sea Shepherd met en place des patrouilles sur les plages pour protéger les tortues. On a protégé des milliers de tortues, on a fait fuir des dizaines de braconniers, mais quand on n'est pas là, le braconnage sévit encore. J'ai reçu avant-hier encore des photos de tortues fraîchement braconnées. Et le problème, en fait, c'est que on voit bien l'Office du tourisme à Mayotte essaye de valoriser le joyau qui est Mayotte et les tortues, mais c'est pas une destination touristique, aussi parce qu'il y a des problèmes géopolitiques avec des migrants qui viennent des Comores, etc. Mais là, on voit bien que le fait que Mayotte soit si peu connue et si peu d'attrait touristique, ça aide pas en fait à préserver l'endroit. Nous, on a été très étonnés quand on a commencé à communiquer sur cette mission à Mayotte, de voir les réactions des gens français, qui ne situent pas Mayotte sur une carte. 3e plus grand lagon du monde, qui appartient à la France, et les Français ne situent pas Mayotte sur une carte. Et donc là, je pense que le tourisme a un rôle à jouer pour justement faire découvrir ce joyau qui a besoin d'être connu. Les Galapagos, je pense qu'ils s'en seraient bien passés. Mais dans un cas comme Mayotte, c'est important que les Français se rendent compte qu'on a sous responsabilité quelque chose d'aussi précieux et qu'en fait, il est livré au pillage. Le tourisme aussi peut être important, intéressant dans le cas de la protection de la vie sauvage en Afrique. Et on s'est rendu compte qu'avec le Covid, malheureusement, et du coup, les tourismes qui ne venaient plus, beaucoup de difficultés pour préserver les réserves, beaucoup plus de braconnage. Et donc là, on se rend compte aussi de l'intérêt de la chose. Donc, tout est question de dosage. Je sais aussi qu'en Norvège, en Islande, qui sont des pays qui tuent encore les baleines aujourd'hui, hormis Sea Shepherd, un des principaux opposants à la chasse baleinière, c'est le whale watching, les entreprises de whale watching, parce qu'une baleine vivante rapporte plus qu'une baleine morte. Mais là encore, il faut faire attention, parce que les dérives du whale watching sont très importantes aussi, et on a des cas avec des bébés qui ont été séparés de leur mère, avec des baleines qui ne peuvent plus se reposer, parce que dès qu'on rentre dans une logique purement commerciale, productiviste et court-termiste, alors là, on devient, encore une fois, un prédateur supplémentaire. Et donc, on marche sur une ligne qui est très fine. Comment découvrir, comment profiter, comment faire profiter des gens de ces trésors de biodiversité qu'il est important de faire connaître. Parce que si on ne sait pas qu'ils sont là, on n'y est pas sensible. Et en même temps, comment réussir à faire ça sans le détruire en même temps? Un autre exemple par rapport à ça, c'est on est très engagé sur les problèmes de capture de dauphins dans le golfe de Gascogne et notamment en Bretagne, puisqu'il y a plus de 10 000 dauphins qui sont tués chaque année en France par les engins de pêche. C'est absolument catastrophique. Et donc, l'opinion publique est très largement ignorante du problème. Donc, une des actions qu'on a faites pour interpeller les gens, c'est d'exposer des cadavres de dauphins tués par les engins de pêche dans les centres-villes. La première fois qu'on l'a fait, on l'a fait à La Rochelle, ville côtière. Et là, j'ai été absolument choquée de voir le nombre de gens qui me disaient mais on n'a pas de dauphins en France. Et c'est dramatique. C'est dramatique parce qu'en fait, on est complètement déconnecté du milieu marin. C'est Éric Tabarly qui disait pour les Français, l'océan, c'est le machin bleu qu'ils ont dans le dos quand ils étalent leur serviette de bain sur la plage. Mais on n'a pas le droit d'être des touristes particulièrement en matière de vie marine. Parce que la France est le 2e plus grand espace maritime au monde. Nous avons le plus grand littoral européen et nous sommes présents sur tous les océans de la planète. Imaginez ce que ça signifie en termes de responsabilité en matière de protection de la vie marine. Et pourtant, nous sommes extrêmement mauvais à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on est toujours dans les pays qui freinent des 4 fers quand il s'agit davantage de protection. Autant les pays anglo-saxons ont une vision bien plus radicale des choses, sur les aires marines protégées par exemple.
donc avec des zones d'exclusion de toute activité, pour permettre à la vie marine d'avoir des zones, des havres de paix, sans avoir à subir les activités incessantes et multiples des humains. Et nous, en France, on est plutôt de l'école, on va pas mettre la nature sous cloche. Hein. Alors, pas mettre la nature sous cloche, c'est une chose, mais le problème, c'est qu'on est partout. On est partout et on envahit tous les espaces. Et donc, en ça, la mission de Sea Shepherd, elle est aussi d'aider le grand public à se reconnecter avec l'océan, avec le monde vivant, le monde marin. Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir un outil qui permette aux gens, justement, de savoir que les dauphins sont là, qu'on a de la vie à protéger, tout en se surveillant, en étant extrêmement attentif à son propre impact, et en n'oubliant jamais que quoi qu'on fasse, nous sommes une pièce rapportée dans ces écosystèmes, et c'est très facile de devenir des prédateurs supplémentaires. Donc pour qu'un label ait un sens, il faut que ce soit bien plus que du marketing. Sinon, non seulement c'est inefficace, mais c'est contre-productif et c'est dangereux, parce que ça donne l'impression qu'on est en train de s'occuper du problème, qu'on a compris, alors qu'en fait on fait que gagner du temps pour continuer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et il est déjà trop tard pour beaucoup d'espèces, il est déjà trop tard pour tellement de choses. Et encore une fois, le problème, c'est qu'on s'adapte à cet appauvrissement. On s'adapte au fait de vivre sur une planète qui est l'ombre de ce qu'elle était. Mais il y a des limites biologiques à l'adaptation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous ces écosystèmes dont on dépend, s'ils s'effondrent, on ne pourra pas y survivre. C'est pour ça qu'on dit très souvent que si l'océan meurt, nous mourrons. Très clairement, c'est le premier organe de régulation du climat. C'est le premier producteur d'oxygène. La vie marine produit plus de la moitié de l'oxygène qu'on respire. Donc il y a plus d'une inspiration sur deux qu'on prend, qu'on doit à la vie marine, qu'on doit au phytoplancton, qui n'est là que parce qu'il y a des grandes baleines, qui sont là parce qu'il y a un écosystème extrêmement bien huilé, qui a mis des millions et des millions d'années à se former. Et donc c'est ça qu'on est en train de détruire, en détruisant en plus des espèces clés de voûte, comme les requins par exemple. C'est pour ça qu'on dit que c'est un spécialiste des requins qui est mort récemment, Eric Ritter, qui disait que l'extermination des requins est la plus grande bombe à retardement écologique enclenchée par l'humanité. Parce qu'ils sont une espèce clé de voûte dans l'océan. Ils ont 450 millions d'années d'évolution, plus anciens que les dinosaures. Ils ont survécu à la dernière ère glaciaire. Et en quelques décennies, on a exterminé 90% de leurs effectifs. Là où les requins disparaissent, on a des explosions de méduses avec un effondrement en cascade de la biodiversité. Donc c'est ça qu'on est en train de faire, et tant que ça tient, que ça marche, on se dit jusqu'ici tout va bien. Mais il faut s'imaginer en train de chuter, et on se dit qu'en fait non, jusqu'ici tout va bien parce qu'on n'a pas encore atteint le sol. Donc voilà, moi ce que j'aimerais vraiment, c'est que le tourisme, déjà n'oublie jamais qu'il est une atteinte supplémentaire à un environnement qui est déjà fragile, mais qu'il peut aussi jouer un rôle à condition qu'il ne tombe pas dans les travers de la cupidité et de la maximisation des profits. Que ça ne soit pas une industrie comme une autre, en fait, parce qu'elle a un impact particulier et parce qu'elle joue un rôle particulier et parce qu'elle pourrait être, en fait, un acteur ambassadeur de la défense du vivant. Essayer de transformer cet outil en quelque chose de vertueux, ce qui n'est pas le cas encore à l'heure actuelle. Il y a du chemin à parcourir pour ça. Mais ne pas se voiler la face, c'est l'étape préalable pour un vrai changement. Et le changement, c'est pas effrayant, le changement, c'est vital. Darwin l'a bien expliqué, hein, les espèces qui n'évoluent pas disparaissent. La situation évolue, elle évolue très très vite, et si nous ne changeons pas, si nous ne nous adaptons pas, nous disparaîtrons. Et le problème, c'est qu'on en fera disparaître avant nous. Merci beaucoup, Lamia. Merci beaucoup.
Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, eh bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.